On parle de 4 minutes, pas plus. Mais ces 240 secondes ont suffi pour déclencher un séisme diplomatique d'une ampleur inégalée entre Paris et Tel Aviv depuis le tumulte de 1967. Sur la scène grandiose de l'ONU, Netanyahou venait de livrer, avec son habituelle précision chirurgicale, une salve d'attaque contre la politique française au Proche-Orient. Triomphant, il savourait ce qu'il croyait être un coup de maître. Il pensait avoir humilié le cornu. Son regard mi-arrogant, mi-jubilatoire transpirait cette confiance glacée dont il s'est fait le spécialiste. À ses yeux, ce petit nouveau à la tête du gouvernement français allait naturellement se soumettre, bredouiller quelques excuses, s'écraser sous la pression implacable du lobby pro-israélien et des accusations d'antisémitisme savamment dégainées. Mais un détail subtil aurait dû le mettre en garde dans les yeux de l'écornu. Il y avait une sérénité déconcertante, presque inquiétante, bien loin des balbutiements habituels des chefs européens pris en défaut. Et ce que personne n'avait anticipé allait s'abattre comme un orage inattendu sur la diplomatie mondiale, bouleversant pour de bon le fragile échiquier du Moyen-Orient. L'écornu se leva lentement, comme s'il écrivait le premier chapitre d'un duel millimétré. Il réajusta sa veste avec cette nonchalance raffinée propre aux Parisiens, leva les yeux et planta son regard dans celui de Netanyahou. Son visage, une statue. Aucune crispation, aucun froncement. Rien. Puis, d'un ton d'une clarté chirurgicale, il lâcha une phrase qui tomba dans la salle comme une lame froide sur le marbre. « Merci, monsieur Netanyahou, pour ce brillant exemple de ce qu'est devenue votre diplomatie, une potion corrosive d'arrogance historique et de manipulation affective. » Le silence fut immédiat, lourd total. On aurait entendu une goutte de sueur tomber sur le parquet de l'ONU. Face à lui, Netanyahou, d'ordinaire si imperturbable, accusa le choc. Et l'écornu implacable poursuivit. « Vous avez récité votre partition habituelle. On critique votre politique, vous dégainez la Shoah. On évoque vos entorses au droit international. Vous hurlez à l'antisémitisme. C'est un vieux tour de magie. Mais le public n'est plus dupe. » La salle s'électrisa. Les regards fusaient, les chuchotements étaient figés. Ce qui se passait là relevait de l'inédit. Jamais un dirigeant occidental n'avait osé en plein cœur des Nations Unies parler ainsi à un Premier ministre israélien, et encore moins avec autant de sang-froid. Vous nous accusez d'avoir la mémoire courte sur les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, parfait. Alors laissez-moi vous offrir une petite piqûre de rappel version historique. D'un geste précis, presque chirurgical, le cornu tira un dossier épais de sa serviette, l'ouvrit méthodiquement et lança « Résolution 242 ONU 1967, retrait des territoires occupés, ignoré depuis plus d'un demi-siècle. Résolution 338, 1973, appel au cessez-le-feu et aux négociations superbement ignorées. Résolution 446, 1979, condamnation des colonies violées quotidiennement comme un rituel. Je continue, j'en ai 87. Comme ça, toutes votées par l'ONU, toutes foulées aux pieds, par Israël. » Netanyahou voulut réagir, mais l'écornu leva la main sèchement, sans hausser le ton. « Non, pas maintenant. J'en ai pas fini, monsieur le Premier ministre. Vous évoquez le terrorisme, allons-y. Vos chiffres, toujours contestés. Les nôtres, issus des Nations Unies depuis 2008, 580 Palestiniens tués, dont près de 400 enfants. Côté israélien, 3 civils tués dans le même laps de temps. Alors, dites-moi, où est votre sacro-sainte notion de proportionnalité ? » La salle n'osait plus respirer. Le calme tranchant de l'écornu contrastait avec le trouble grandissant de Netanyahou. L'avocat devenait juge, et le silence lui pesait comme une condamnation. Chaque mot de l'écornu frappait avec la précision d'un scalpel. L'argumentation était blindée, les faits bétonnés, impossibles à contourner. Mais le Français n'avait pas encore vidé son chargeur. Vous osez nous soupçonner de complaisance envers le terrorisme parfait. Alors dites-moi, monsieur Netanyahou, combien de vos soldats sont tombés en combattant l'islamisme radical au-delà de vos frontières? 0. 0, monsieur. Pendant que la France enterrait 271 de ses fils en Afghanistan et au Mali pour défendre les valeurs de l'Occident. Dans la salle, un murmure glacé se propagea. Cette fois, c'était Netanyahou qui encaissait. Et l'écornu, toujours imperturbable, enfonça le clou.
Vous parlez de l'Iran. Parlons-en justement. Ce sont vos gouvernements qui, dans les années 80, livraient des armes au régime de Khomeini en pleine guerre Iran-Irak. Ce sont vos agents qui aidaient l'Afrique du Sud de l'apartheid à mettre la main sur la bombe nucléaire, alors qui soutient les tyrans au juste. Vous voulez vraiment jouer à ce jeu-là? Une pause, lente, pesante, calculée. Et dans cette seconde suspendue, le visage de Netanyahou vira au gris cendre. Le maître des confrontations venait de se faire dominer sur son propre terrain. Ce qui est le plus indigne, monsieur Netanyahou, c'est votre usage cynique de la Shoah comme bouclier politique. Vous ne commémorez pas les victimes, vous vous en servez. Les survivants que j'ai rencontrés espéraient que plus jamais signifie plus jamais pour tous. Vous vous en avez fait un passe-droit pour tuer. Silence glacial. Et l'écornu enchaîna implacable. Vous parlez de démocratie. Pourtant, votre ministre Ben Gvir, condamné pour racisme, affiche fièrement chez lui le portrait d'un tueur de masse. Et Smotrich, votre ministre des Finances, appelle à rayer une ville palestinienne de la carte. Voilà votre modèle démocratique. Alors qu'il tentait de reprendre la parole, Netanyahou fut sèchement interrompu. L'écornu ne lui laissa même pas l'espace d'une syllabe. Vous parlez de collaboration? Très bien, alors parlons de la vôtre. Celle que vous préférez enterrer sous des montagnes de silence. 1933, accord de Haavara. Les sionistes concluent un deal avec le régime nazi pour faire passer des fonds vers la Palestine. En échange de quoi? D'un abandon pur et simple du boycott contre l'Allemagne hitlérienne. Oui, vous avez bien lu, vous aussi, vous avez pactisé avec l'horreur quand cela servait vos intérêts. Et c'était un retournement d'une rare précision utiliser l'arme historique de son adversaire contre lui. Le coup était aussi brillant que brutal, et cette fois impossible de faire diversion. La salle était suspendue, figée par la clarté chirurgicale de l'attaque. Mais ce n'est pas la virulence des mots qui marqua les esprits, c'est leur cible, la posture même de Netanyahou. Le plus parlant aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, ce n'est pas ce que vous avez dit, mais ce que vous n'avez pas pu répondre. Devant des faits sourcés, des données incontestables et des références au droit international, votre seule réponse fut une série d'attaques ad hominem et de gesticulations émotionnelles. Vous n'avez réfuté aucun chiffre, aucun point précis. Pourquoi? Parce que vous êtes incapable de le faire. Désormais seul au centre de la scène, l'écornu s'avança vers le pupitre prenant toute la place, physiquement comme politiquement. La France ne fait pas de tri dans ses principes, nous condamnons le terrorisme quel que soit son visage. Mais nous condamnons tout autant les crimes de guerre, les violations du droit international, l'occupation illégale. Notre position est droite constante. La vôtre, elle consiste à bafouer les règles, puis à crier à l'antisémitisme dès qu'on vous demande des comptes. Netanyahou peinait à masquer sa gêne. En arrière-plan, ses conseillers s'agitaient, comme des marionnettes paniquées, mais l'écornu lui restait implacable, décidé à aller jusqu'au bout. Vous voulez parler d'antisémitisme? Très bien. Détestation des Juifs pour ce qu'ils sont, voilà la vraie définition. Mais remettre en question la politique d'un État, fût-il Israël, c'est exercer la démocratie. La France, elle distingue une religion d'un gouvernement. Vous vous mélangez tout et vous le faites exprès. Puis tomba la phrase qui fit l'effet d'un couperet. Vous savez ce qui nous sépare, vous et moi? Quand la France s'est fourvoyée dans l'histoire, elle l'a reconnue, elle a assumé, elle a évolué. Vous obstinez et vous instrumentalisez le passé pour excuser le présent. Voilà pourquoi aujourd'hui même, vos anciens alliés vous tournent le dos. Un coup final porté sans élever la voix. Et cette fois même, le silence avait pris parti. L'auditoire était pétrifié. On aurait entendu une mouche voler dans l'immense salle de l'ONU. Jamais encore Netanyahou n'avait subi une telle gifle diplomatique et en public, qui plus est de la part d'un leader occidental. L'écornu debout, droit comme une lame, asséna sa conclusion. Oui, la France soutiendra toujours le droit d'Israël à vivre en sécurité. Mais non, elle ne cautionnera jamais vos violations répétées du droit international. Et surtout, plus jamais, elle ne courbera l'échine devant vos accusations opportunistes d'antisémitisme. Cette époque-là est morte, définitivement. Sans un mot de plus, il referma calmement son dossier, tourna les talons et retourna s'asseoir.
Le silence, cette fois, n'était plus de malaise, il était celui qu'on réserve aux bouleversements historiques. Face à lui, Netanyahou balbutia quelques mots brouillons sur une prétendue trahison française et des antisémites modernes. Mais plus personne n'écoutait. La scène appartenait à Lecornu, et l'histoire venait de tourner une page. C'est sur les réseaux que la déflagration fut la plus brutale. En l'espace de quelques minutes, les extraits du discours de Lecornu explosaient sur toutes les plateformes. Le hashtag Lecornu s'envola jusqu'au sommet des tendances mondiales, où il trôna sans rival pendant 2 jours entiers. Les réactions, un raz-de-marée, passionnés, polarisés, impossibles à ignorer. Dans le monde arabe, Lecornu fut instantanément élevé au rang d'icône. De Rabat à Bagdad, des foules descendirent dans la rue pour le saluer. Certains brandissaient son portrait comme autrefois on levait celui de Mandela. Le président palestinien n'hésita pas. La France vient de retrouver la voix du général de Gaulle. Du Caire à Amman, les gouvernements saluèrent ce qu'ils appelèrent un acte de bravoure diplomatique. Lecornu, en quelques heures, avait changé de statut de chef d'État, il devenait symbole. Du côté européen, la réponse fut plus mesurée, mais largement bienveillante. Berlin et Rome, tout en diplomatie, firent savoir qu'elles comprenaient parfaitement la logique française. Madrid et Bruxelles, elles allèrent plus loin, soutien clair net assumé. 2 exceptions notables vinrent troubler ce front quasi uni, La Haye et Prague, qui dénoncèrent ce qu'ils qualifièrent de ton excessif dans l'allocution française. Outre-Atlantique, c'était une toute autre ambiance. À Washington, le Congrès s'empressa d'adopter une résolution pour condamner ce qu'il considérait comme un affront. L'AIPAC, de son côté, enclencha aussitôt une campagne de boycott contre les produits tricolores. Mais voilà le paradoxe, alors que l'establishment américain criait au scandale, une autre Amérique, celle des campus des jeunes de la génération post-vérité, applaudissait. Et pour beaucoup d'entre eux, Lecornu venait de dire tout haut ce que pensait tout bas. En Israël, la réaction fut tout sauf unie, tandis que la droite hurlait à la trahison made in France et dénonçait un soi-disant retour d'un antisémitisme masqué. Une partie de la gauche israélienne, elle y vit tout autre chose, un électrochoc salutaire venu d'Europe. Des voix prestigieuses comme Amos Oz ou Abraham Yehoshua, figures morales du pays, prirent la parole pour soutenir Lecornu, saluant un discours nécessaire et courageux. Mais c'est de l'autre côté de la Méditerranée que l'onde de choc fut la plus intense. En France, les sondages explosèrent. 73% des citoyens approuvaient la ligne tenue par leur Premier ministre. Une approbation quasi unanime qui poussa Emmanuel Macron, jusque-là discret et hésitant, à sortir du bois pour apporter un soutien officiel. Les médias, eux, furent catégoriques, la diplomatie française venait de renaître. Fini les petits compromis mous. Lecornu rend sa grandeur à la parole française, titrait Le Figaro, visiblement inspiré par le retour d'une voix qui ose. Enfin quelqu'un qui tient tête, titrait Libération, comme pour résumer le sentiment d'un pays entier. 3 jours après le choc, Netanyahou s'échinait encore à minimiser l'onde de choc provoquée par le discours de Lecornu. Peine perdue. Pour la première fois de sa longue carrière, ses méthodes de pression, autrefois redoutablement efficaces, venaient de se briser. En direct et face à un public mondial. Pire encore, le boomerang diplomatique était déjà en plein vol. Inspiré par le coup d'éclat français, l'Union européenne, jusqu'alors frileuse, enclencha quelques semaines plus tard une série de sanctions ciblées contre des responsables des colonies israéliennes. Plusieurs capitales du continent allèrent jusqu'à rappeler leurs ambassadeurs pour consultation. L'ère des petits arrangements entre amis semblait bel et bien terminée. Le traditionnel silence complice de l'Europe envers Israël venait de prendre fin, brutalement. Netanyahou, secoué par ce revers diplomatique cuisant, vacilla jusque dans les fondations de son propre gouvernement. La discorde éclata au sein même de sa majorité. Plusieurs ministres d'ordinaire loyaux dénoncèrent sa stratégie jugée suicidaire, l'accusant d'avoir allumé un incendie inutile avec Paris et mis en péril les derniers ponts encore debout avec Bruxelles. Pendant que Tel Aviv s'embourbait dans ses tensions internes, Lecornu lui voyait sa stature bondir à l'international. Il n'était plus simplement un ministre français, il devenait l'icône inattendue d'une Europe audacieuse.
Les universités américaines se l'arrachaient pour des conférences. Les plateaux TV se disputaient ses interventions. Pour beaucoup, il incarnait enfin ce souffle nouveau d'un continent fatigué de courber l'échine. Lecornu n'était plus un nom, il était devenu un symbole. 6 mois après le coup d'éclat à l'ONU, Lecornu foulait le sol du Caire non pas comme un simple ministre, mais avec tous les honneurs d'un véritable chef d'État. Le président égyptien, en l'accueillant, déclara avec emphase que la France venait de retrouver sa vocation naturelle au cœur du Moyen-Orient. À Ramallah, une foule compacte l'acclamait sur son passage, criant « Vive la France !» comme un écho venu d'un autre temps empreint d'espoir. Mais c'est une voix inattendue qui allait livrer la conclusion la plus lucide de cette séquence historique. Interrogé par le New York Times, un ancien négociateur israélien issu du camp progressiste lâcha cette phrase lourde de sens « Lecornu nous a fait un cadeau que peu osent offrir, celui de nous dire que le monde ne fermera plus les yeux éternellement. Peut-être que cette fois, il faudra enfin changer. » Ces 4 minutes n'étaient pas qu'un simple moment de tension. Sur la scène onusienne, elles avaient fracturé une omerta diplomatique vieille d'un demi-siècle. Ce qui s'est joué ce jour-là allait bien au-delà d'un clash entre chefs d'État. C'était le début d'un tournant historique au Moyen-Orient, celui où l'impunité ne pourrait plus se cacher derrière les blessures du passé et où l'émotion ne suffirait plus à museler le droit. Ce que l'histoire retiendra, qu'en ce jour précis, au cœur du plus grand théâtre diplomatique du monde, un Premier ministre français de 39 ans a osé prononcer à voix haute ce que tant d'autres n'avaient jamais eu le courage de murmurer. Et ce faisant, il a déplacé les lignes d'une géopolitique figée depuis trop longtemps, car parfois il ne faut pas une armée, juste un seul homme debout, pour faire vaciller un silence devenu trop lourd. Mais ce coup d'éclat à l'ONU n'était que la face visible d'un plan méticuleusement élaboré dans l'ombre. Ce que le monde ne voyait pas, c'est que, depuis plusieurs semaines, loin des caméras Lecornu préparait cette confrontation comme un stratège affûte son offensive. Dans les sous-sols feutrés de Matignon, à l'abri des oreilles indiscrètes des réunions nocturnes, s'enchaînait avec une poignée d'experts chevronnés triés sur le volet. Le tout premier à être convoqué, Denis Beauchard. Ancien ambassadeur en Syrie, mémoire vivante des arcanes diplomatiques orientales respecté comme une légende dans les cercles fermés du Quai d'Orsay. Dès leur premier échange, il planta le décor avec la sobriété d'un vieux briscard. « Monsieur le Premier ministre, si vous voulez le déstabiliser, il n'y a qu'une voie l'attaquer avec des faits concrets. Car ce que Netanyahou redoute par-dessus tout, c'est la précision, surtout lorsqu'elle est impossible à nier. » Dans cette cellule de réflexion confidentielle, un autre renfort de taille était venu prêter main forte à Lecornu Bertrand Badi, figure incontournable de Sciences Po, expert incontesté des rapports de force internationaux. Avec calme, presque comme un professeur en amphithéâtre, il lança à Lecornu « Netanyahou, c'est l'émotion avant tout. Il tire sa force de la mémoire collective et transforme la culpabilité historique en outil politique. Mais face au droit au factuel, il perd pied. Tenez cette ligne. » À ses côtés, une autre pointure, Marie-Françoise Bechtel. Juriste de renom redoutée dans les couloirs des institutions internationales, elle posa le cadre avec une rigueur implacable, pas de place à l'improvisation. Chaque mot, chaque donnée, chaque attaque doit être sourcée, bétonnée, irréfutable. Il ne faut pas lui offrir la moindre échappatoire. Dans les profondeurs du silence parisien pendant que la ville dormait, Lecornu s'enfermait nuit après nuit dans une routine d'une rigueur quasi militaire. Ce n'était plus une préparation, c'était un conditionnement. Il ingurgitait des chiffres, des dates, des résolutions comme un comédien apprenant un rôle, sauf que cette scène-là se jouait à l'échelle du monde. Il connaissait sur le bout des doigts les 87 résolutions de l'ONU ignorées par Tel Aviv, le ratio exact entre enfants tués et frappes ciblées, les accords trahis, jusqu'à la dernière virgule. Rien n'était laissé au hasard. En toute discrétion, il avait même fait venir à Paris le professeur William Schabas, l'un des juristes les plus redoutés par Israël, ancien président de la commission d'enquête onusienne sur Gaza, pour bétonner chaque ligne de son offensive oratoire. Tout était planifié, calibré, millimétré. Lecornu n'allait pas improviser, il allait livrer un duel.
Beauchard, son mentor de l'ombre, lui avait soufflé les parades à anticiper comme dans une partie d'échecs. Il te lance la Shoah tu contres avec Ahavara. Il t'attaque sur le terrorisme, tu lui sers les chiffres de l'ONU. Il crie à l'antisémitisme. Tu poses la distinction entre religion et doctrine politique. Chaque mot avait été ciselé, chaque silence pensé, chaque regard prévu. Ce n'était plus un discours, c'était une mise en scène stratégique. Ce qui stupéfia le plus les analystes étrangers, ce ne fut ni la virulence du discours, ni la densité des faits. Non. Ce fut la façon dont Lecornu traversa l'orage émotionnel orchestré par Netanyahou, sans sourciller tel un funambule imperturbable au-dessus du vide. Le chef du gouvernement israélien n'avait pas lésiné, il avait dégainé ses armes les plus corrosives, évoquant la collaboration française avec les nazis, dans l'unique but de faire vaciller son interlocuteur, de l'entraîner sur le terrain du malaise historique de l'émotion piégée. C'était une manœuvre éprouvée destinée à désarmer par la honte. Mais face à lui, Lecornu ne céda pas un centimètre. Ni haussement de ton, ni crispation dans la voix. Seulement des ripostes millimétrées étayées chirurgicales. À cet instant, ce n'est pas seulement un affrontement qui s'était joué, mais une démonstration. Et même dans les coulisses de son propre camp, rares, étaient ceux qui avaient anticipé un tel effet de souffle. L'écho de cette passe d'armes allait résonner bien au-delà des couloirs de l'ONU. Dans les couloirs feutrés des capitales, un mot revenait sur toutes les lèvres, le moment Lecornu. Ce n'était pas qu'un discours, mais une rupture, une manière rare de tenir tête à l'inertie diplomatique sans sombrer dans le pathos. Cette capacité à opposer des principes à la pression politique forçait le respect. Même à Washington, où les condamnations publiques avaient été promptes, l'atmosphère en coulisses racontait une autre histoire. Des diplomates américains sous couvert d'anonymat n'hésitaient pas à saluer le cran du français. Il a dit tout haut ce que beaucoup ici n'osent même pas murmurer, confiait un cadre du département d'État, la voix basse mais admirative. En Allemagne, pays où la mémoire de la Shoah pèse lourd dans chaque prise de position, la réaction fut plus pondérée mais tout aussi significative. Angela Merkel, connue pour sa prudence quasi rituelle sur les sujets sensibles, laissa pourtant entendre que Paris n'avait enfreint aucune ligne rouge. Toute nation a le droit de défendre ses convictions dans le cadre du droit international. Une phrase sobre, mais dans le langage diplomatique un appui clair à la position française. C'est probablement là que résida la surprise la plus inattendue au cœur même de la diaspora juive internationale. Alors que Netanyahou anticipait un rejet massif, c'est une réaction bien plus contrastée qui émergea. Non seulement la condamnation n'était pas unanime, mais de nombreux membres influents de la communauté juive exprimèrent une forme de compréhension, certains allant même jusqu'à soutenir ouvertement la position de la France. Bernard-Henri Lévy, figure intellectuelle incontournable, écrivit dans Le Point « Ce que Lecornu a fait, c'est clarifier un point essentiel, critiquer Israël, ce n'est pas haïr les Juifs. » Il a osé tracer une ligne que Netanyahou brouille sciemment depuis des années. Mais le plus frappant fut peut-être le soutien qui vint de l'intérieur même d'Israël. Des penseurs tels que Amos Oz, voix pacifiste écoutée bien au-delà des frontières, déclarèrent sans détour « Netanyahou a voulu un bras de fer, il l'a eu ». L'historien de renommée mondiale Zeev Sternel, quant à lui, alla encore plus loin. Lecornu n'a rien inventé. Il a simplement dit tout haut ce que bon nombre d'Israéliens murmurent depuis longtemps. Ce fut une onde de choc à l'intérieur même d'Israël, une division rare mais décisive. Pour la première fois depuis longtemps, le stratagème favori de Netanyahou, brandir l'accusation d'antisémitisme pour éteindre la critique, échoua publiquement et avec fracas. Pire encore, cette vieille ficelle lui revint en pleine figure, l'exposant comme un chef en perte de repère, jouant une partition qui ne trompait plus grand monde sur la scène mondiale. Ce camouflet n'eut pas qu'un effet d'image. Il provoqua une onde de choc politique jusque dans les couloirs feutrés de Bruxelles. Inspiré par la posture inébranlable de Paris, l'Union européenne, jusque-là prudente et divisée, décida en décembre 2025 de frapper un grand coup. Pour la première fois de son histoire, l'UE s'accorda unanimement sur une série de sanctions visant directement les colonies israéliennes.
Même Berlin, d'ordinaire prudente et réticente à toute prise de position frontale, ne leva pas d'objection. Une page était en train de se tourner. À New York, dans l'enceinte du Conseil de sécurité, un coup de théâtre diplomatique se produisit. Paris réussit à faire passer une résolution dénonçant l'extension des colonies israéliennes, un exploit en soi. Mais ce qui fit vraiment basculer les équilibres, ce fut l'attitude des États-Unis. Ces derniers, si prompts d'ordinaire à dégainer leur veto en faveur d'Israël, choisirent cette fois de s'abstenir. Un geste discret, certes, mais porteur d'un message lourd de sens, l'ère de l'alignement systématique touchait peut-être à sa fin. Dans le monde arabe, cette brèche dans le front occidental fut saluée comme un véritable séisme géopolitique. L'écornu jusque-là inconnu du grand public dans la région fut hissé au rang de symbole. En janvier 2026, lors de son déplacement au Caire, l'accueil qu'il reçut fut digne des plus grandes figures d'État. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi ne mâcha pas ses mots selon lui. La France venait de renouer avec sa mission historique au Proche-Orient. À Ramallah, Mahmoud Abbas déroula le tapis rouge et lui offrit un hommage sans ambiguïté, un allié sincère du peuple palestinien, déclara-t-il devant les caméras. Mais c'est peut-être dans les amphis, sur les bancs d'université, que l'onde de choc fut la plus profonde. À Cambridge, comme à Heidelberg, à Bologne, comme à la Sorbonne, la jeunesse européenne s'est emparée du phénomène. Des tables rondes fleurirent partout sur le continent, toutes centrées autour d'un même thème, le moment l'écornu. Le chef du gouvernement français était devenu, en l'espace de quelques semaines, le porte-drapeau d'une Europe décomplexée, capable de regarder Washington et Jérusalem dans les yeux et de ne pas baisser les paupières. L'empreinte culturelle ne tarda pas à suivre. Netflix lança une production originale au titre évocateur « 4 minutes qui ont fait basculer le monde ». Un récit haletant, presque seconde par seconde, de cette joute verbale devenue historique. Résultat, plus de 50 millions de spectateurs à travers la planète et une figure désormais gravée dans l'imaginaire collectif. Lecornu n'était plus seulement un Premier ministre, il incarnait une idée, celle d'une Europe souveraine courageuse et fidèle au droit international. Pendant ce temps, à Jérusalem, Netanyahou s'accrochait aux débris de son image. Dans les coulisses, ces spin doctors s'activaient frénétiquement, tentant de repeindre en gris ce que même eux surnommaient déjà le naufrage de New York. Mais le mal était fait, le monde entier avait vu en boucle ce face-à-face où l'indéboulonnable chef israélien restait sans voix battue sur son propre terrain par un Français inconnu quelques semaines plus tôt. Chaque tentative de contre-offensive médiatique s'enlisait un peu plus, donnant au passage une impression de flottement, voire d'impuissance. Même les médias israéliens d'ordinaire plus prudents commencèrent à lâcher prise. Haaretz, sans détour, dénonça l'humiliation d'un homme victime de son propre orgueil. Et Yediot Aharonot, pourtant habitué à ménager le locataire de Balfour, n'hésita pas à parler de fiasco diplomatique retentissant qui affaiblit la position d'Israël sur la scène mondiale. La secousse provoquée par cette débâcle diplomatique fit vaciller les fondations mêmes du pouvoir en Israël. Des fissures commencèrent à apparaître jusque dans les rangs de la coalition. Au pouvoir, plusieurs alliés de Netanyahou, jusqu'alors loyaux, commencèrent à murmurer en coulisses que le capitaine avait peut-être perdu la boussole. Benny Gantz, toujours prompt à frapper là où ça fait mal, accusa publiquement le Premier ministre d'avoir isolé Israël sur la scène mondiale, avec ses provocations aussi stériles qu'inutiles. Même chez les siens dans le Likoud, certains députés osèrent enfin remettre en cause sa gestion des affaires étrangères. Un frisson de révolte parcourait la Knesset. Pendant ce temps, à Paris, l'effet boomerang prenait une toute autre tournure. Macron, qui au début gardait ses distances, face à la sortie explosive de son Premier ministre, n'eut d'autre choix que de monter au créneau. La rue applaudissait Lecornu, les médias en faisaient un héros moderne et les sondages affichaient un vertigineux 78% d'opinion favorable. Une telle adhésion sur un sujet international du jamais vu. Même l'opposition française d'ordinaire, prompte à dégainer la critique, rangea ses couteaux pour applaudir. L'union sacrée version diplomatie. Fait assez rare pour figurer dans les livres d'histoire, la classe politique française, si friande de division, s'est accordée à l'unisson, presque comme un orchestre soudainement accordé.
Marine Le Pen, d'ordinaire prompte à dénoncer les renoncements de la République, a salué une France qui, pour une fois, selon elle, défendait ses propres couleurs sans trembler. Jean-Luc Mélenchon, jamais avare de formules bien frappées, a applaudi le cran de nommer les choses telles qu'elles sont. Et même Valérie Pécresse, pourtant peu connue pour distribuer des bons points, a reconnu que l'écornu avait redonné de la superbe à la diplomatie tricolore. Ce rare moment d'unité nationale a dopé le rayonnement de Paris sur la scène mondiale. Pour la première fois depuis belle lurette, un responsable français incarnait à lui seul la voix de l'Europe dans un débat brûlant de politique étrangère. Berlin et Rome, souvent hésitants à sortir du bois, commencèrent à caler leur boussole diplomatique sur celle de Paris. Résultat, un front européen inédit dressé face aux manœuvres d'Israël et aux pressions venues de Washington. 6 mois seulement après ce duel oratoire devenu légendaire, c'est au sommet du G7 en Italie que l'écornu s'imposa comme un acteur central du jeu diplomatique mondial. Même Joe Biden, qui n'avait pas mâché ses mots contre le français au départ, dut à demi-mot admettre que Paris avait toute légitimité à défendre une certaine idée du droit international. Une forme de mea culpa discret mais lourd de sens qui marqua un rééquilibrage symbolique entre les deux rives de l'Atlantique. Et comme souvent dans l'histoire, l'étincelle française fit des émules. Ce qu'on appela bientôt l'effet l'écornu dépassa de loin la seule question israélo-palestinienne. L'écho de cette audace se fit entendre dans toute l'Europe à Madrid. Le chef du gouvernement espagnol haussa le ton face à Rabat sur le dossier sensible du Sahara occidental. À Vienne, le chancelier autrichien pointa du doigt Ankara sur les violations des droits humains. Un vent nouveau soufflait sur le vieux continent et pour la première fois depuis longtemps, l'Europe semblait se souvenir qu'elle avait une colonne vertébrale. Le réveil européen ne passa pas inaperçu de l'autre côté de l'Atlantique. À Washington, l'inquiétude grimpa d'un cran. Le département d'État, d'ordinaire si confiant, enclencha une véritable tournée de séduction diplomatique auprès des capitales européennes, comme pour recoller les morceaux d'une unité occidentale qui visiblement commençait à se fissurer. Mais le ver était dans le fruit, l'Europe venait de réaliser que dire non à l'Amérique n'entraînait pas la fin du monde, juste le début de son autonomie. 12 mois après l'affrontement à l'ONU, les projecteurs se braquèrent à nouveau sur New York. Cette fois, c'est Netanyahou qui prit soin de ne pas croiser l'écornu dans les couloirs. La scène glaciale fut notée par tous les journalistes présents. Le Premier ministre israélien, autrefois dominateur, paraissait soudain sur la défensive et face à lui, le cornu, transformé en figure incontournable de la diplomatie mondiale, incarnait cette Europe nouvelle, debout et sans complexe. L'histoire, cette vieille conteuse impitoyable, se souviendra de ces 4 petites minutes à l'ONU comme d'un instant de bascule. Un basculement non seulement pour le conflit israélo-palestinien, mais aussi pour le réveil d'une Europe, jusqu'alors prudente, désormais plus sûre d'elle et affranchie. Le cornu n'a pas seulement tenu tête, il a démontré qu'on pouvait faire vaciller les certitudes en s'appuyant sur la rigueur, l'audace et la vérité nue. Le Washington Post ne s'y est pas trompé. Dans un éditorial au retentissement mondial, le journal écrivit « En l'espace de 4 minutes, un Premier ministre français a réussi ce que des générations de diplomates n'avaient jamais osé briser le mur du silence occidental face aux violations du droit par Israël. » Une déclaration aussi tranchante qu'inattendue, qui résumait à elle seule ce choc historique. Car ce jour-là, dans l'arène feutrée des Nations Unies, David portait un costume bleu marine, et il n'avait besoin ni de fronde ni de pierre, il avait les mots, et ils furent implacables. Mais sous les applaudissements et les projecteurs de cette prouesse diplomatique, se dissimulait un labeur souterrain de plusieurs mois soigneusement tenu à l'abri des regards. L'origine réelle de ce face-à-face n'était pas à chercher dans l'hémicycle new-yorkais, mais plutôt dans les lambris silencieux de Matignon par une nuit de septembre où la capitale s'enveloppait de sommeil. Ce soir-là, tandis que les bouquinistes fermaient boutique et que les réverbères baignaient les quais d'une lumière douce, le cornu lui restait éveillé penché sur un épais dossier confidentiel, intitulé avec un certain humour glacial « Stratégie rhétorique et vulnérabilité discursive de Benjamin Netanyahou, rapport No. 194. Ce document de 400 pages n'était autre qu'une autopsie chirurgicale du discours netanyahesque,
Réalisé par un cercle d'experts triés sur le volet, le fichier compilait phrase après phrase l'ensemble des manœuvres oratoires du chef israélien depuis son premier mandat. Rien n'avait échappé à l'analyse de ses silences stratégiques, à ses indignations feintes. Un travail d'orfèvre réalisé dans l'ombre pour un duel annoncé. Ce document, c'était un scalpel politique. On y trouvait décortiqué avec un soin clinique les leviers émotionnels que Netanyahou utilisait jusqu'à l'obsession-instrumentalisation de la mémoire collective rhétorique inversée pour faire passer l'agresseur pour victime, stratégie d'évitement par surcharge morale. Chaque rouage de son discours était démonté comme une mécanique bien huilée qu'on démonte pièce par pièce. Aux manettes de cette dissection diplomatique, Denis Bauchard, figure mythique de la diplomatie française au Proche-Orient, ancien ambassadeur en Syrie, mémoire vivante des jeux de pouvoir orientaux. À 68 ans, crinière argentée et regard d'aigle, l'homme n'avait rien perdu de sa verve ni de sa lucidité. Lors de leur premier rendez-vous à huis clos, il avait confié à Lecornu d'un ton calme mais incisif « Netanyahou, c'est un maître de l'illusion. Mais il a un talon d'Achille, les faits. J'entends par là les vrais ceux qu'on peut mesurer, vérifier, chiffrer. Opposez-lui une donnée solide et vous verrez son château de mots s'effondrer comme un mirage. » Le message était clair face à la poudre aux yeux, la vérité brute et l'arme la plus tranchante. Autour de Lecornu, c'était un véritable commando intellectuel qui s'était constitué alliant finesse théorique, rigueur juridique et flair stratégique. Dans ce groupe d'élite, Bertrand Badi, figure incontournable de Sciences Po et référence mondiale en relations internationales, jouait le rôle de l'architecte idéologique. Son diagnostic tombait comme une sentence « Netanyahou ne débat pas, il dramatise. Il fait du théâtre moral avec chaque discussion, remplaçant l'analyse froide par le pathos calculé. La clé, ne jamais entrer dans son jeu. Tenez-vous strictement au droit, au traité, aux faits. Il déteste ça, ça le désarme. » À ses côtés, la redoutable Marie-Françoise Bechtel, juriste redoutée et ancienne députée à la précision chirurgicale, s'occupait de verrouiller chaque mot. Pour elle, pas question de laisser place à l'à peu près. Chaque assertion doit être juridiquement inattaquable. Pas une virgule de travers, pas une statistique bancale. Sinon, il s'y engouffrera. Ensemble, ils avaient conçu une rhétorique blindée à l'épreuve des pirouettes verbales d'un Netanyahou habitué à esquiver. Leïla Dakhlet, grande figure du CNRS et référence absolue en histoire du monde arabe moderne, n'avait rien laissé au hasard. Durant des semaines, elle s'était plongée dans un océan de documents, à résolutions onusiennes, rapports d'ONG, récits d'envoyés spéciaux. Rien ne lui échappait. Sa mise en garde était limpide. Préparez-vous. Il va dégainer la Shoah comme un réflexe conditionné. C'est son paratonnerre. Mais l'histoire peut aussi devenir votre allié. Il suffit d'évoquer certains chapitres oubliés comme cet accord de transfert entre le régime nazi et les sionistes allemands. Un sujet qu'il préférerait ne jamais entendre. À l'abri des regards dans les entrailles de Matignon, cette escouade d'experts travaillait dans l'ombre, reconstituant méticuleusement les joutes oratoires du Premier ministre israélien. Chaque prise de parole, chaque réaction, captée sur les plateaux ou à la tribune, était disséquée pour en extraire les failles. Bauchard, le vieux diplomate, ne manquait jamais d'exemples. Souvenez-vous de son trouble quand Obama l'a publiquement contredit sur les colonies en 2009. Il avait vacillé. « Regardez bien cette séquence !» lança Bauchard en pointant l'écran figé sur une image du dirigeant israélien. Dès qu'on lui renvoie ses propres incohérences, il perd pied. La stratégie n'était pas uniquement rhétorique, une véritable dissection mentale était aussi à l'œuvre. Pour affiner la lecture régionale, Lecornu avait fait appel à Gilles Kepel, spécialiste incontesté du monde arabo-musulman. Ce dernier livra une analyse aussi tranchante que limpide. Toute la trajectoire politique de Netanyahou repose sur un levier unique, la peur, celle viscérale que ressentent les Israéliens envers leurs voisins arabes, et celle plus diffuse que l'Occident nourrit vis-à-vis de l'antisémitisme. Mais voilà le piège, lorsque l'on pousse trop loin cette corde, elle finit par se rompre. Et la peur instrumentalisée à l'excès peut finir par se retourner contre son propre maître. Ce qui frappait le plus, c'était l'extraordinaire rigueur du travail en amont.
Lecornu n'allait pas se présenter devant les caméras avec des phrases creuses ou des indignations vagues. Il portait dans sa tête un arsenal de faits bruts. Il pouvait sans trembler réciter les 87 résolutions de l'ONU ignorées par Israël, citer les 5800 Palestiniens, morts depuis 2008 parmi eux, 400 enfants, rappeler les 234 colonies érigées illégalement en Cisjordanie ou encore les 48 000 habitations palestiniennes rasées depuis 1990. Rien n'était laissé au hasard, chaque donnée avait été recoupée, validée, mémorisée, jusqu'à devenir un réflexe. Un soir, face à son équipe, réunie autour d'un bureau jonché de dossiers, Lecornu avait lancé le regard fixe. « Ce ne doit pas être un simple échange politique. Ce que je veux, c'est frapper l'histoire, provoquer un basculement. » Le cap était audacieux, le pari immense. Mais tous dans la pièce savaient qu'il n'y aurait pas de meilleure opportunité. Le plan était limpide, offrir à Netanyahou toute la scène, le laisser dérouler son numéro bien rodé, le voir s'enfoncer dans ses propres mécanismes, puis frapper calmement avec une avalanche de vérités incontestables. Bouchard l'avait anticipé avec un sourire presque amusé. Il vous bombardera de références historiques, sortira la Shoah comme un talisman et tentera de vous peindre en antisémite. Laissez-le s'emballer. Plus il s'agite, plus sa chute en sera brutale. Pour affûter ses réflexes, Lecornu avait mis en place des répétitions grandeur nature. Ses proches incarnaient un Netanyahou fictif, mais redoutable, mimant ses provocations les plus sournoises, crachant ses accusations les plus corrosives. Tout était passé au crible. Rien n'était laissé à l'improvisation. Vous êtes le chef d'un pays qui a déporté ses propres juifs vers les camps nazis, hurlait un conseiller jouant le rôle d'accusateur mimant les piques récurrentes lancées contre la France. Et vous, les héritiers de Vichy, vous vous permettez, on parle de 4 minutes, pas plus. Mais ces 240 secondes ont suffi pour déclencher un séisme diplomatique d'une ampleur inégalée entre Paris et Tel Aviv depuis le tumulte de 1967. Sur la scène grandiose de l'ONU, Netanyahou venait de livrer, avec son habituelle précision chirurgicale, une salve d'attaque contre la politique française au Proche-Orient. Triomphant, il savourait ce qu'il croyait être un coup de maître. Il pensait avoir humilié Lecornu. Son regard mi-arrogant, mi-jubilatoire transpirait cette confiance glacée dont il s'est fait le spécialiste. À ses yeux, ce petit nouveau à la tête du gouvernement français allait naturellement se soumettre, bredouiller quelques excuses, s'écraser sous la pression implacable du lobby pro-israélien et des accusations d'antisémitisme savamment dégainées. Mais un détail subtil aurait dû le mettre en garde dans les yeux de Lecornu. Il y avait une sérénité déconcertante, presque inquiétante. On parle de 4 minutes, pas plus. Mais ces 240 secondes ont suffi pour déclencher un séisme diplomatique d'une ampleur inégalée entre Paris et Tel Aviv depuis le tumulte de 1967. Sur la scène grandiose de l'ONU, Netanyahou venait de livrer, avec son habituelle précision chirurgicale, une salve d'attaque contre la politique française au Proche-Orient. Triomphant, il savourait ce qu'il croyait être un coup de maître. Il pensait avoir humilié Lecornu. Son regard mi-arrogant, mi-jubilatoire transpirait cette confiance glacée dont il s'est fait le spécialiste. À ses yeux, ce petit nouveau à la tête du gouvernement français allait naturellement se soumettre, bredouiller quelques excuses, s'écraser sous la pression implacable du lobby pro-israélien et des accusations d'antisémitisme savamment dégainées. Mais un détail subtil aurait dû le mettre en garde dans les yeux de Lecornu. Il y avait une sérénité déconcertante, presque inquiétante, bien loin des balbutiements habituels des chefs européens pris en défaut. Et ce que personne n'avait anticipé allait s'abattre comme un orage inattendu sur la diplomatie mondiale, bouleversant pour de bon le fragile échiquier du Moyen-Orient. Lecornu se leva lentement, comme s'il écrivait le premier chapitre d'un duel millimétré. Il réajusta sa veste avec cette nonchalance raffinée propre aux Parisiens, leva les yeux et planta son regard dans celui de Netanyahou. Son visage, une statue. Aucune crispation, aucun froncement. Rien. Puis, d'un ton d'une clarté chirurgicale, il lâcha une phrase qui tomba dans la salle comme une lame froide sur le marbre. « Merci, monsieur Netanyahou, pour ce brillant exemple de ce qu'est devenue votre diplomatie, une potion corrosive d'arrogance historique,
et de manipulation affective. Le silence fut immédiat, lourd total. On aurait entendu une goutte de sueur tomber sur le parquet de l'ONU. Face à lui, Netanyahou, d'ordinaire si imperturbable, accusa le choc. Et l'écornu implacable poursuivit « Vous avez récité votre partition habituelle, on critique votre politique, vous dégainez la Shoah, on évoque vos entorses au droit international, vous hurlez à l'antisémitisme. C'est un vieux tour de magie, mais le public n'est plus dupe. » La salle s'électrisa. Les regards fusaient, les chuchotements étaient figés. Ce qui se passait là relevait de l'inédit. Jamais un dirigeant occidental n'avait osé en plein cœur des Nations Unies parler ainsi à un Premier ministre israélien, et encore moins avec autant de sang-froid. Vous nous accusez d'avoir la mémoire courte sur les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, parfait. Alors laissez-moi vous offrir une petite piqûre de rappel version historique. D'un geste précis, presque chirurgical, le cornu tira un dossier épais de sa serviette, l'ouvrit méthodiquement et lança « Résolution 242 ONU 1967, retrait des territoires occupés, ignorée depuis plus d'un demi-siècle. Résolution 338, 1973, appel au cessez-le-feu et aux négociations superbement ignorées. Résolution 446, 1979, condamnation des colonies violées quotidiennement comme un rituel. Je continue, j'en ai 87. Comme ça, toutes votées par l'ONU, toutes foulées aux pieds, par Israël. » Netanyahou voulut réagir, mais Lecornu leva la main sèchement, sans hausser le ton. « Non, pas maintenant. J'en ai pas fini, monsieur le Premier ministre. Vous évoquez le terrorisme, allons-y. Vos chiffres, toujours contestés. Les nôtres, issus des Nations Unies depuis 2008, 580 Palestiniens tués, dont près de 400 enfants. Côté israélien, 3 civils tués.